L'animation, c'est pas juste un truc fait pour les enfants. Si vous êtes un enthousiaste des dessins animés comme moi, vous avez cet argument au moins une fois par semaine avec vos amis, votre famille, sur une base qui est quand même assez désagréable. On parle généralement d'animation japonaise versus animation américaine pour définir le gap entre les produits orientaux et occidentaux. Façon très réductive de concevoir la chose parce qu'on se rend compte que la Chine et la Corée produisent eux aussi des produits d'animation. Du côté occidental, c'est la même chose, même si les États-Unis dominent sans conteste, des pays comme la France sont reconnus mondialement pour avoir parmi les meilleurs animateurs, puis ensuite, mon pays bien de chez moi, le Canada. Si vous avez vu la vidéo du joueur du grenier, vous savez que l'animation québécoise en elle-même, elle est souvent produite pour des enfants en bas âge, comme par exemple avec le film Toupie et Binou sorti récemment au cinéma. Vous allez le réveiller. Mais réveiller qui? Il existe bien quelques exceptions, comme les produits Marathon avec Totally Spies et Martin Mystère, souvent associés au Québec, même si en fait c'est faux parce que ce sont des séries franco-canadiennes. Mais bon, j'imagine qu'on les associe au Québec puisqu'on parle de Canada et de français. Quelle sorte de monstre êtes-vous pour enfermer des innocents dans un endroit pareil? Quel genre de monstre faut être pour enfermer du monde qui t'ont rien fait dans une place pareille, là? Vous êtes de vilains gamins, vous n'en sortirez jamais. Vous êtes des petits Chris, vous sortez pas d'ici, mes tabarnak. Je vous demande pardon, mais je ne suis plus une enfant, je suis une jeune femme. Hey, je suis plus un bébé, sacrément, je suis une adulte. Et de toute honnêteté, autant le doublage québécois que Martin Mystère, c'est des vidéos qui verront le jour éventuellement, donc soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater ça. Si donc au Québec, principalement les produits d'animation, ça visait un public qui porte encore des couches, faut se demander les pré-ados, ils aimaient quoi comme produits d'animation? Vous l'aurez deviné, on était inondé de dessins animés américains comme Ben 10 ou Danny Phantom, deux de mes séries préférées qui mériteraient un épisode à elles seules. Ou encore vers la fin des années 2000, on a aussi l'apparition de dessins animés à la sauce japonaise comme Bakugan Battle Brawler, série en collaboration entre le Japon et le Canada, ou encore Naruto qui apparaît au Canada en 2005 et atteindra le Québec autour de 2008. À l'écriture de cette vidéo, j'arrivais pas à trouver c'est quand exactement que Naruto est arrivé au Québec. Par contre, je me rappelais que c'était juste après le divorce de mes parents, j'ai donc fait une assomption. Mais il y a une catégorie de dessins animés que tout enfant canadien a découvert sans le savoir. On parle de dessins animés faits au Canada pour le Canada. J'ai de temps à autre envie d'en regarder, d'en re-regarder, et je me rends compte d'une chose, si le Québec et les États-Unis des années 2000 voyaient l'animation comme des produits pour enfants, certains dessins animés canadiens repoussaient les limites de ce qu'on pouvait voir à l'époque à la télé. Salutations et bienvenue à Faits et Fiction, l'émission où on analyse la culture. Aujourd'hui, je vous explique le pourquoi du comment les dessins animés canadiens, c'est quand même hardcore. Que regardaient les enfants canadiens? Au Québec, nous, ce qu'on avait principalement, c'était Télétoon, la version francophone de la chaîne Télétoon, qui a su survivre et sa branche anglophone étant devenue Cartoon Network Canada au début de l'année. Télétoon a donc réussi à survivre, ce qui ne sera pas le cas de VRAC TV, qui le 1er octobre 2023 sera malheureusement fermé. VRAC TV étant une chaîne québécoise qui diffusait principalement du contenu original produit à Montréal. C'est spécial comme look, hein? Hey! C'est-tu le fils de Raël, ça? Ça, c'est James Mouflon, le plus grand environnementaliste au monde. Sans lui, là, il n'y aurait plus aucun mouflon dans les monts Kananaskis. Mais qui avait quand même un bon lot de dessins animés traduits provenant des États-Unis et du Canada. On parle de la chaîne qui nous offrira Avatar, le dernier maître de l'air, Danny Phantom, Tes désirs sont désordre, que les Français connaissent comme Mes parrains sont magiques, Bob l'éponge, Jimmy Neutron ou encore Teen Titan. De l'autre côté de la médaille, Télétoon avait les droits de diffusion sur du contenu comme l'entièreté des séries Ben 10, du Marvel comme le spectaculaire Spider-Man, Jimmy Two Shoes ou les hybrides pour n'en citer que quelques-uns. Vous avez peut-être compris un pattern, mais Télétoon et VRAC TV, on dirait qu'ils se battaient pour les droits de diffusion de Cartoon Network et de Nickelodeon. La majorité de ce qui était produit sur Nick s'en allant chez VRAC TV et la majorité de ce qui était produit chez Cartoon Network s'en allant chez Télétoon avec quelques exceptions. Et après, t'avais Télé-Québec qui récoltait les restes que personne voulait. Passons. Là où Télétoon avait une sérieuse avance sur VRAC TV, par contre, c'est qu'ils avaient les droits de diffusion pour les dessins animés de Fox. Je parle des dessins animés qui sont connus pour de l'animation pour adultes. On pense par exemple aux Simpsons, qui avaient un contrat béton avec Télétoon, dans le sens où Télétoon diffusait les nouveaux épisodes des Simpsons quand ils sortaient, et où la chaîne VTélé avait le droit de les rediffuser des années après. C'est quand même dégueulasse quand on sait que VTélé, la chaîne anciennement connue comme TQS, eh bien, c'est la chaîne qui a produit le premier doublage québécois des Simpsons en 1991. Si on avait une petite conversation de cette façon-là, on se rendrait compte tous les deux qu'on n'a rien à connaître. Pas. Je mange. Mon préféré. Un beigne en spirale glacée aux framboises. Glacé aux framboises.
Les Simpsons et Télétoon, c'était un contrat que rien ne pouvait briser. Même le jour de Noël où on diffusait de 7h30 le matin à 9h le soir un marathon de la série Le Monde secret du Père Noël, tout s'arrêtait à 18h pour diffuser un épisode des Simpsons. Je me rappelle d'une fois où Télétoon avait fait un spécial de diffusion de vieux épisodes des Simpsons et à 18h, le marathon s'est arrêté pour diffuser un épisode plus récent qui était déjà programmé à la diffusion. Les Simpsons, dû à la solidité de leur contrat avec Télétoon, ont su éclipser les Simpsons. Essayez de réaliser la chose. Arrivé à 21h donc, Télétoon laissait sa place à Télétoon Détour, plus tard renommé en Télétoon la nuit, chaîne spécialisée dans la diffusion de dessins animés plus matures comme Futurama, South Park, Family Guy, American Dad, Rick and Morty et les Simpsons encore, nom de Dieu! C'est la chambre à coucher principale! Aïe aïe, mon nez! Bon, ben là, je pense que j'en ai vu assez. Oui, désolé d'appuyer là-dessus, mais vous devez vous rendre compte de quelque chose. Si vous n'avez pas grandi avec cette culture, les Simpsons au Québec, c'était diffusé sur Télétoon à 18h, puis le même épisode était rediffusé à 21h sur Télétoon la nuit, et à 23h30, l'épisode diffusé le lendemain à 18h était diffusé. Ce qui implique que tous les jours, dans un espace de 24 heures, les Simpsons réussissaient à diffuser le même épisode 3 fois. Et il y avait toujours des gens pour regarder. Puis, Flanders, qu'est-ce que t'en dis de la maison que l'amour a bâtie? Oh, crotte! Ça, c'est pour la francophonie, parce que vous vous en doutez, mais hors Québec, les chaînes québécoises, ça n'existait pas. C'est là que VRAC TV s'est vu remplacé par YTV Outre-Frontières. Télétoon a beau survivre au Québec, elle s'éteindra en mars 2023 pour devenir Cartoon Network Canada et au moment où j'enregistre cette vidéo, il vient d'être annoncé que VRAC TV subira le même sort en octobre prochain. Et en tant que créateur de contenu et ancien enfant canadien, j'ai quand même une espèce de responsabilité de leur payer hommage. Après tout, Télétoon et VRAC TV, c'était un peu ma famille de substitution pendant que mes deux parents argumentaient sur si oui ou non m'envoyer à l'école privée, c'était une bonne idée. C'est pourquoi aujourd'hui, je rends hommage à ce qui m'a sculpté en tant qu'adulte immature et je vous offre les dessins animés canadiens des meilleurs au pire. Les excellentes séries. À 16h15, ma retenue sera terminée. Le seul problème, c'est que je suis pas vraiment en retenue en ce moment. Et oui, c'est un problème énorme. La retenue, aussi appelée Detentionnaire en anglais, était une de mes séries préférées. On y suit l'histoire de Lee Ping, un ado assez atypique qui fait sa vie, il va à l'école, mais un jour il se fera piéger. En effet, un étudiant mystérieux du nom de Rat Circle va déclencher un énorme prank dans le gymnase, inondant tout le monde de produits dégueulasses et faire porter le chapeau à Ping. C'est là que Lee sera puni par le nouveau directeur de l'établissement, le général Barrage. Écoutez-moi bien tous, bande de petits morveux à peine sortis des couches. Quelque chose de drôle, jeune homme en tenue moulante. C'est lui. Pas une journée, pas une semaine, ni même un mois. Toi, jeune homme, tu es condamné à 1 année entière de retenue. Parfait, Monsieur Barrage, vous avez un CV très impressionnant, mais je dois demander... Pourquoi êtes-vous le candidat idéal pour diriger une école secondaire? Eh bien, pour commencer, il n'existe pas une arme sur cette planète que je suis pas capable de manier avec un taux de létalité d'au moins 92%. Je dirais bien que c'est assez irréaliste, mais moi, quand j'étais à l'école secondaire, le responsable de la discipline et de l'encadrement, il avait fait l'armée canadienne et on disait même que c'était un ancien sniper. Ah, je vous jure que c'est vrai. Mais bref, donc à chaque épisode, Lee va devoir s'échapper de sa salle de retenue pour enquêter, trouver des indices par rapport à qui l'a piégé et surtout pourquoi. Il va finir par découvrir les vestiges d'une société secrète agissant dans des buts peu clairs, le tout autour de son école qui a comme mascotte un Tazelworm. Pour ceux qui savent pas, le Tazelworm, c'est dans le folklore germanique une créature fantastique, un genre de reptile avec des pattes avant et une bonne partie du mystère de la série tourne autour de lui. On en voit d'autres à plusieurs reprises, des sortes d'hybrides humains Taz, et en fait, maintenant que j'y pense, cette série fait totalement l'éloge de la communauté reptilienne. Si je dois citer le gros point fort de cette série, c'est de loin son imagerie, une espèce de mélange entre l'horreur organique et la science-fiction. Le style graphique, bien que très différent et inhabituel, n'en est que plus particulier. Si bien que si vous montrez une image de la retenue à quelqu'un ayant grandi avec ce dessin animé, il va le reconnaître instantanément.
Pourquoi? Parce que c'est de l'art qui est reconnaissable. J'adore autant les scènes lambda que ces moments où le style graphique change pour du dessin plus prononcé, certes immobile, mais tout aussi efficace. Et si je dis que cette série était plus hardcore que le reste, c'est parce qu'elle parlait à une audience plus vieille. On montrait des trucs comme des dommages physiques, du vomi, on hintait à de l'horreur, mais surtout c'est une série qu'on appelle au format feuilletonnant. Donc pour bien l'apprécier, il faut regarder de l'épisode 1 à l'épisode final dans l'ordre. Chose assez peu habituelle chez les dessins animés faits pour les jeunes. Pourquoi? Parce qu'une série qu'il faut regarder dans l'ordre, ça la rend plus difficile à rediffuser à des heures de grande écoute. C'est d'ailleurs la raison principale qui a fait que Disney a décidé d'arrêter la diffusion de The Owl House. On retrouve des personnages mémorables comme Camillo ou encore Holger, le fils d'un espion international. Holger est le capitaine Strudel, les gras. On espionne les skateurs qui préparent leur petite mission. C'est jamais dit dans la série, mais à aller chercher sur le wiki, je vous jure que c'est canon. Et la série se finit... Ben non, en fait, elle se finit pas. La série est découpée en 4 saisons pour un total de 53 épisodes, le tout diffusé entre 2012 et 2014. Elle avait un succès décent au Canada, mais sera malheureusement annulée à cause d'une mauvaise performance et de mauvaises cotes d'écoute avec l'audience des États-Unis. C'est donc quand même horrible quand tu sais que la saison finale se finit avec un cliffhanger où les méchants ont une armée de super mutants prêts à envahir le monde ou je ne sais quoi. La finale, donc, à défaut d'être une fin ouverte, c'est littéralement un teasing pour ce qui était censé s'en venir, avec les gentils qui ont absolument eu aucune réponse à leurs questions. Qu'on lui donne vite un prix! Il a enfin saisi que Madame la scientifique cinglée nous a tous pris pour ses rats de laboratoire. Maintenant qu'on les tient prisonniers tous les deux, on peut faire une série de toc-toc. Donc vous êtes mon allié? C'est elle la vilaine? Et il est fou allié? Ouais, c'est à peu près ça. Et d'après mes recherches, non, les créateurs sont sûrs et certains qu'il n'y aura jamais de saison 5, malheureusement pour les fans comme moi. Ouais, la télé canadienne, c'est quand même assez déprimant. Mais passons donc à notre deuxième série. Classe des Titans, aussi appelée la raison pourquoi les enfants canadiens aiment la mythologie grecque. Si je dis que c'était hardcore, c'est parce que, c'est la mythologie grecque. Essaye de rendre ça accessible à des enfants de 6 ans. Mais bref, la série suit l'histoire de 7 héros mortels descendants de héros grecs. Rapidement, Jay, le leader charismatique du groupe descendant de Jason, chef des Argonautes. Atlanta, descendante de Atalante ou Artémis, selon les épisodes, une des meilleures chasseresses de l'histoire. Harry, descendant d'Héraclès, probablement du côté de Déjanire, parce que je le rappelle, Héraclès, ses premiers enfants, il les a tués. Ce qui rend toutes les scènes de la série où on voit Héra et Héraclès dans la même pièce assez glauque. Axel, mon personnage préféré, descendant de Achille, le guerrier invincible au courage légendaire. Tessia, la voyante, descendante de Thésée et donc aussi de Poséidon, faisant d'elle la descendante d'un dieu et la plus puissante du groupe. Ce qui est assez débile quand tu vois que beaucoup d'autres personnages de la série ont des dieux parmi leurs ancêtres. Hugo, le génie, descendant d'Ulysse, héros de la guerre de Troie. Et finalement, Nico, descendant de Narcisse et fait chier, Nico. Parce que je m'excuse, mais autant Narcisse dans la mythologie grecque avant de devenir obnubilé par son propre reflet et de mourir comme une merde de faim en s'admirant lui-même, eh bien, au moins, il avait l'excuse d'être un excellent archer. Nico, il existe, il est beau et c'est tout. La série va durer 2 saisons pour un total de 52 épisodes avec très honnêtement d'excellentes histoires. Je pense notamment à l'épisode où Hugo fait la paix avec Polyphème, Cyclope vaincu jadis par son ancêtre, ou à l'épisode où les héros ouvrent la boîte de Pandore et doivent maintenant affronter un mal quasi inarrêtable. Des épisodes d'Halloween sympathiques comme celui avec Hécate, déesse de la magie, ou encore Lycaon, le premier loup-garou de l'histoire. Il y a un épisode où les ados affrontent littéralement Thanatos, le dieu de la mort grecque. Ils seront entraînés par Chiron et mentorés chacun par un dieu différent, mon préféré étant Hermès. All right already, okay. Oui, c'est exactement comme ça que j'imagine un dieu de la messagerie au 21e siècle. Le tout pour accomplir une prophétie disant qu'ils vaincront Cronos, le plus grand fléau des Olympiens et le dieu du temps. Je réalise par un heureux hasard qu'aujourd'hui je porte mon t-shirt héros de l'Olympe. Et si vous vous demandez, oui, j'ai aussi le t-shirt Percy Jackson. La série mène éventuellement au point où les pouvoirs de Tessia s'éveillent. Elle est capable de rendre les dieux mortels. Elle se retourne alors contre les immortels, prend l'immortalité de Cronos. Cette série visant les jeunes ose montrer du sang à une heure de grande écoute, quelque chose d'inimaginable en 2005. Elle se rend compte de son erreur, mais Cronos en tirera une conclusion. Les héros l'ont battu, mais pas tué. La prophétie est accomplie, maintenant personne ne sait ce que l'avenir réserve. C'est pourquoi il est maintenant possible que Cronos puisse dominer le monde comme il l'entend et là... rien. Classe des Titans, malgré le fait que c'est une série qui a su forger l'imagination et la passion de beaucoup d'enfants canadiens et français selon mes recherches, se verra annulée sur un cliffhanger après 2 saisons à cause d'une mauvaise performance et de mauvaises cotes d'écoute auprès du marché des États-Unis. Encore. Heureusement pour nous rattraper, il y a ma série canadienne favorite. C'est de là qu'ont été tirées les pierres d'Igata, marquées des 8 signes de puissance.
Néga, Yin, Yan, Ogama, Infini, Daku, Sum et Altas. Digata les Défenseurs, un univers runepunk avec de la magie et de la technologie de fou. Les personnages de la série utilisent des pierres Digata, ce genre de mini-dés disponibles chez Toys R Us pour 5,99 l'unité, pour lancer des sorts de différents éléments. Les personnages principaux étaient ce qu'on appelle les Défenseurs Digata, les successeurs de leurs parents qui occupaient le même titre, élevés par des moines après la mort de leurs parents due à une guerre, et ils doivent donc maintenant prendre la lourde responsabilité d'affronter l'Ordre de l'Infini avec le seigneur Nazmul à sa tête. Nazmul, c'est tout ce que tu espères d'un bon méchant de fiction. Il est fourbe, il est manipulateur, il est cruel, il est effrayant. Mais surtout, il n'est pas le seul bon méchant de la série. On retrouve à sa droite le seigneur Brachus, un seigneur de guerre servant son maître dans l'ombre, et honnêtement, ma théorie personnelle, c'est qu'il a été inspiré par le comte Dooku dans Star Wars. Je ne mentais pas au sujet de tes parents. Il existe bel et bien un moyen de vous réunir, et je vais t'en faire part sans attendre. Je vais t'envoyer les rejoindre. Vous serez ainsi réunis pour l'éternité. On suit donc ses défenseurs, Seth, le leader, Eric, l'ingénieur, Adam, le voleur, Melosa, la sorcière, Rion, le moine élevé pour le combat, Kara, la jeune druidesse handicapée ayant besoin de bottes pour marcher, et en fait, c'est totalement possible de recréer tous les personnages de Digata dans Donjons et Dragons avec plus ou moins de difficultés. Ce qui rend cette série particulière, c'est que c'est un exemple parfait de ce que je veux dire par les dessins animés canadiens, c'était hardcore. Cette série, elle est sombre, elle aborde des thèmes très adultes que j'avais juste jamais compris avant mes 21 ans quand je suis retombé dessus et que je me la suis refaite. Il suffit d'une piqûre. Sans l'antidote, il vous reste 6 heures à vivre. Il vous reste 6 heures pour anéantir Brachus et revenir avec une preuve. Sinon, ton apprenti en subira les conséquences. Par exemple, les défenseurs sont tous des orphelins et ça leur pèse sur les épaules autant de devoir être à la hauteur de l'héritage de leurs parents que de se voir confier la responsabilité d'un monde entier à cet âge-là. Quand j'étais enfant, je les voyais comme des super-héros, voire des chevaliers invincibles, défenseurs ultimes du bien. Mais maintenant que j'ai littéralement 10 ans de plus qu'eux, eh bien, je me rends compte que c'est surtout des enfants qui ont dû grandir trop vite et qui n'ont pas eu le luxe d'avoir un environnement sain pour le faire. Des jeunes qui veulent simplement aider parce que c'est leur destinée de protéger un monde qui, soyons honnêtes, ne les mérite pas. Ils vivent des traumas. Par exemple, dans un épisode, tu apprends que si Kara a besoin de bottes électriques pour marcher, c'est parce que son frère Eric a laissé traîner ses pierres Digata et qui a tenté de jeter un sort. Et ce sort, ben, il l'a paralysé à vie. Je vais pouvoir lancer des pierres comme mon grand frère. Ou encore les défenseurs, pour se battre, ils se font confier des gardiens, des genres de créatures qu'ils peuvent invoquer pour les aider au combat. Et Seth, il va perdre le sien, Kragus, en affrontant Omniaxor, le gardien de son père décédé. Je suis Omniaxor, gardien de Aaron le Fort, protecteur de Rados. Tu es le gardien de mon père! Mensonge! Si c'était vrai, les moines Gadashin m'auraient confié à toi, au lieu de me bannir dans cet endroit abominable. Il sera plus tard révélé que Seth et Kragus ont fusionné, ce qui fera muter le jeune guerrier, et pour lui, la seule façon de retrouver son apparence normale serait de tuer son meilleur ami qui vit en lui. Kragus n'est pas revenu. Qui a fait ça? Qui est le responsable? Le responsable, c'est moi, Eric. Je suis le seul responsable. Qu'est-ce qui va arriver à Kragus? Il ne survivra pas, je suis désolée, Seth, mais il n'existe aucune autre solution. Tu peux garder le minerai. J'ai déjà perdu Kragus une fois, je refuse de le perdre à nouveau. Et de toute façon, j'ai un nouveau gardien. Kragus. Tu n'es peut-être pas obligé de lui dire adieu. Prends-moi la main, Kragus. Nous servons le même maître à présent. Je n'ai pas réussi à sauver le père. Ensemble, nous réussirons peut-être à sauver le fils. Seth qui décidément a une vie de merde parce que plus tard dans la série, dû à l'intervention d'une assassine dans un épisode, il perd son bras et passe le reste de la série avec une prothèse mécanique. C'est pour ça que Seth est de loin mon personnage préféré. Il est jeune, il est drôle, mais il est aussi un leader digne de ce nom avec des scènes mémorables et à l'époque, il représentait tout ce que j'espérais devenir un jour. On a aussi des commentaires sociaux. Par exemple, on apprend que Rados, la planète sur laquelle se déroule l'action, eh bien, c'est une planète qui a été colonisée par une race alien qui a essentiellement génocidé les indigènes. La saison 2 se termine alors sur l'annonce d'un retour des colonisateurs et la possibilité d'une nouvelle guerre pour l'avenir de Rados. Et je dis que ça se termine ici parce que, devinez quoi, la série a été annulée sur le cliffhanger.
J'imagine à ce point probablement dû à de mauvaises performances et de mauvaises cotes d'écoute auprès du marché des États-Unis. Mais ce qui est particulier avec Digata, c'est que la saison 3, on sait exactement ce qui se serait passé parce que les créateurs, ils ont donné sur leur forum des détails sur de quoi elle aurait dû avoir l'air. La saison 3, elle devait diviser les défenseurs dans une sorte de guerre civile, se battant pour différentes idéologies par rapport à la planète de Rados. Guerre civile qui, à la base, devait être interrompue par l'arrivée, comme mentionné, des envahisseurs aliens. Le tout se terminant bien entendu sur une guerre intermondiale pour l'avenir de l'humanité. La série sera ramenée à la vie en 2018 et diffusée sur la chaîne Disney XD aux États-Unis pour être retuée et cumuler des scores assez mitigés quant à sa qualité. Bref, si vous étiez aussi fan que moi de Digata en grandissant, parler de la série, aller en ligne, créer des hashtags et qui sait des fois des miracles, ça arrive. Je sais que vous n'êtes pas loin, défenseur Digata. Mais comptez sur moi pour vous retrouver. Les bonnes séries. On descend d'un cran en termes de qualité et on parle de 16. Ben oui, on est dans les années 2000 et ce qu'on aime par-dessus tout, c'est les sitcoms. Ici donc 16, les aventures de 6 adolescents de 16 ans dans un centre commercial gigantesque. Pour les personnages, on a Costa Rica, en anglais Jonesy. J'étais en train de jeter un œil à nos quotas et on a exactement un personnage latino. On l'appelle comment? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? C'est ton travail de trouver des noms aux personnages. Parfait, ok, donne-moi des noms de pays d'Amérique latine. Ok, fine, attends, je cherche. Le Mexique, trop évident. Ok, d'accord. Ils ont quoi? J'ai trouvé le Costa Rica. Ben voilà, ça c'est parfait. Ok, laisse-moi juste chercher c'est quoi le nom le plus populaire au Costa Rica. Et non, écoute, le personnage va s'appeler Costa Rica. C'est pas un tout petit peu énormément raciste? On est en 2005, tout le monde s'en fout. Ah ouais, non, ça c'est vrai. Bref, Costa Rica, le beau grand gars de la bande assez débile qui avait littéralement 3 blagues à son actif. Il peut pas garder un travail, presque tous les épisodes commencent avec lui qui se fait engager et finissent avec lui qui se fait renvoyer. Il est pas super brillant et il repart avec une nouvelle fille par semaine. Nikki, que tout le monde adore alors que moi je pouvais pas la supporter même quand j'étais jeune. Je sais pas pourquoi, mais moi j'ai de la misère quand on essaye de me vendre un personnage comme une bonne personne, un peu edgy avec un sale caractère. Surtout quand en fait ce sale caractère c'est juste une excuse pour que le personnage puisse se comporter de façon très toxique avec ses amis, les manipuler et faire des caprices pour avoir tout ce qu'il ou elle veut. Vincent, ou Wyatt en anglais, le gars drôle un peu sarcastique gêné qui arrive pas avec les filles mais qui a un cœur d'or, et surtout le plus brillant de la bande, avec une confortable marge. Il jouait de la guitare, ce qui a créé une génération d'enfants canadiens qui ont essayé de l'imiter avec plus ou moins de succès, et il avait une addiction à la caféine, ce qui a créé une génération d'enfants canadiens qui essaieront de l'imiter avec énormément de succès. Personnage suivant, Hugo ou Jude en version originale. Hugo, il était high. Hugo, il était super high. Bien sûr, vous vous en doutez, il n'y a pas un seul épisode où on le montre volontairement allumer la laitue du diable. God, que j'adore le système de censure de YouTube. Mais il y a des situations où il n'y a absolument aucune subtilité quant au fait que Hugo, il vient de se fumer un sandwich énorme. Je me rappelle d'un épisode où Vincent et Hugo font les 100 pas. Hugo dit à Vincent que ça commence à lui donner le tournis. Mais pas un bon tournis, ce à quoi Vincent répondra « Est-ce qu'il existe un bon tournis ?» et Hugo va répondre « Dude ». Ou encore par exemple dans ce spécial sorti pour les élections des années après la fin de la série où Hugo ouvre le citron géant et... Sup, dude? Ouais, non, il est high. Il est super high. En fait, Hugo, c'est cet ami hippie qu'on a tous. Vos parents le trouvent peut-être un petit peu spécial. Vous comprenez pas toujours ce qu'il dit. Mais il est très gentil et soyons honnêtes, assez divertissant. C'est pour ça que vous le gardez autour. On a ensuite Julie, que les anglophones appellent Jennifer, l'opposé de Hugo, une control freak qui agit en maman avec des excès de colère et qui honnêtement devrait être suivie par un psychiatre. Elle est totalement obsédée à avoir ce qu'elle veut et à tout contrôler. Il y a un épisode où est-ce qu'elle va parier 5 $, qu'elle ne peut pas finir la journée sans dire quoi faire à quelqu'un. Et regardez là, ça lui fait physiquement mal de laisser les autres faire des conneries. Bref, c'est la maman de service. Finalement, le dernier personnage, Catherine, la jolie fille du groupe, sa personnalité, c'est les garçons, les vêtements et être une fille à papa un peu débile. Le fil rouge de la série va tourner autour du fait qu'elle doit de l'argent à ses parents et qu'elle apprend à travailler par elle-même, étant donc employée au Presse Citron, un stand de limonade qui sera le lieu de rassemblement principal pour la bande.
Ce dessin animé, il était particulier de par son animation. La physique y était à la fois étrange et réaliste. Les couleurs dégradées sans outline ont fait de la série ce qu'elle est devenue. À savoir, un phénomène national. Quand j'étais à l'école primaire, tout le monde connaissait 16. C'était littéralement une des séries les plus populaires de son genre. Tellement en fait que, comme mentionné, pour les élections en 2020, si je me trompe pas, eh bien, la série a été ramenée d'entre les morts pour un court-métrage spécial pour sensibiliser les Américains à voter. Cette série avait donc une certaine influence sur le public américain et c'est une production canadienne. Mais surtout, c'est une série qui a su vieillir avec son audience. Elle totalise 93 épisodes étalés sur 4 saisons, mais sera diffusée de 2004 à 2010. Donc forcément, si t'avais 6 ans en 2004 et que t'es rendu à 12 en 2010, eh bien tes priorités sont plus aux mêmes places et tes goûts en matière de télé, ben ils ont évolué. Et 16 a compris le concept. Vers la fin, les thèmes étaient plus adultes et plus émotionnels, les blagues plus osées et les gags plus crus. Je me rappelle, j'avais 10 ans et je réalisais un personnage d'animation peut dire merde à la télé. C'était pas rien à l'époque. Et aussi, chose assez improbable pour les standards de cette vidéo, 16 a eu droit à une fin. C'est donc en février 2010 que va être diffusé Bye Bye Nikki, le double épisode venant clôturer la série, et c'est avec ce genre de moment dans l'histoire de notre télé que beaucoup d'enfants canadiens ont compris qu'il était temps de transitionner vers l'âge adulte. Ah, c'est beau et... Attends une seconde. Cal, le beau grand gars de la bande assez débile qui avait littéralement 3 blagues à son actif. Je sais pas pourquoi, mais moi j'ai de la misère quand on essaye de me vendre un personnage comme une bonne personne, un peu edgy avec un sale caractère. Surtout quand en fait ce sale caractère c'est juste une excuse pour que le personnage puisse se comporter de façon très toxique avec ses amis, les manipuler et faire des caprices pour avoir tout ce qu'il ou elle veut. Et le gars drôle un peu sarcastique gêné qui arrive pas avec les filles mais qui a un cœur d'or. Et surtout le plus brillant de la bande, avec une confortable marge. C'est cet ami hippie qu'on a tous. Vos parents le trouvent peut-être un petit peu spécial, vous comprenez pas toujours ce qu'il dit, mais il est très gentil et soyons honnêtes, assez divertissant, c'est pour ça que vous le gardez autour. Oh, une control freak qui agit en maman avec des excès de colère et qui honnêtement devrait être suivie par un psychiatre. La jolie fille du groupe, sa personnalité, c'est les garçons, les vêtements et être une fille à papa un peu débile. C'est Friends? C'est totalement Friends! Tu remplaces le Central Perk par le Presse Citron, tu les rajeunis d'à peu près 10 ans et t'as le même groupe dysfonctionnel de personnes horribles. Je plaisante, ils sont pas si mal. Mais parlons de personnes horribles. Sacré Andy, en VO, What's with Andy, les aventures de Andy Larkin, un pré-ado qui se définit comme un prank artist. Mais vous, quand vous aviez entre 11 et 13 ans, vous faisiez quoi comme prank? Des salières dévissées? Des coussins péteurs? Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Mais sachez que peu importe ce que vous faisiez, vous êtes un petit joueur. Ce dessin animé, il était hardcore, pas parce qu'il nous faisait glorifier un bad boy, parce qu'il nous faisait glorifier un esprit criminel surdéveloppé. Quand t'as 7 ans, oui, Andy Larkin, c'est juste quelqu'un qui fait des grosses blagues qui sont bien drôles à regarder, mais maintenant que j'en ai 24, ben je me rends compte qu'en fait, Andy il devrait être en tôle. Parmi les pires blagues que Andy Larkin a jamais faites, on retrouve donc l'épisode où il a enfermé d'autres élèves dans son école juste avant la fin de semaine. Isolé donc sans moyen de contacter l'extérieur et devant se débrouiller pour manger ou boire. Dans le même épisode, tu apprendras que les fenêtres de l'école ont été remplacées par des fenêtres à l'épreuve des chocs à cause d'une autre de ces farces impliquant un chanteur d'opéra. Je sais exactement à quel genre de blague vous pensez, mais moi je veux pas savoir la réalité. Il a hypnotisé sa sœur pendant qu'elle dormait pour qu'elle parle comme un bébé à chaque fois qu'elle entende le mot roulade. Je vous laisse imaginer les implications éthiques. Pour couronner le tout, il a déjà distribué des ceintures truquées à son école au complet, toutes reliées à un détonateur qui allait se déclencher avant la photo de classe pour que l'école au complet se retrouve en sous-vêtements. Alors de 1, c'est un crime sexuel, j'en suis absolument sûr. Et de 2, est-ce que ce jeune démon vient de mettre des explosifs à proximité des parties génitales de 400 personnes? Là, je vous donne des exemples ici et là, mais allez regarder la série. Vous imaginez pas la quantité de vies mises en danger, la quantité de personnes qui ont été probablement blessées, ou encore les coûts des réparations à cause de sa bullshit. Regardez le générique, il est poursuivi par la police, par une foule en colère, et il s'amuse! Andy, tu es un sociopathe. Et si seulement t'étais le seul sociopathe de la télé canadienne. Carl au carré, une série canado-russe. Ouais, c'est plus trop le genre de collaboration que tu retrouverais de nos jours. Mais bref, ça parle d'un ado de 14 ans qui se fait cloner. Alors pour le contexte, dans un épisode, tu apprends qu'il a reçu une pub par la poste pour un labo de clonage et qu'il a envoyé un échantillon d'ADN juste pour rire. Finalement, ça va marcher et il va recevoir quelques semaines plus tard par la poste un clone qu'on appellera C2. Ouais, non, les sitcoms des années 2000, c'est pas exactement la même chose qu'aujourd'hui. La formule, c'était simple. Tu prends des situations banales, tu lances un élément qui n'est pas banal et tu fais des jokes là-dessus en étirant la sauce sur au moins 20 saisons.
En l'occurrence ici, 4 saisons pour 65 épisodes avec un relooking autour de la saison 2. La série est spéciale de par le fait que, comme la retenue, l'animation est banale mais très reconnaissable. Il y a aussi des bons personnages féminins comme Sky, la militante extrémiste, ou encore Lorna, la harceleuse. Sans blague, il y a des épisodes où elle va jusqu'à suivre Carl dans tous ses déplacements alors qu'il en a absolument mais rien à battre d'elle. Lorna, c'est très grave ce que tu fais. Mais parlant de Carl lui-même... Ah, c'était pas une bonne personne. D'un, il a un clone humain. De base, ça, c'est un crime fédéral au Canada. Ce clone, comment il l'entretient? Il le fait dormir dans un placard de 2 mètres de large, le prive de tout contact humain, l'envoie à l'école et au travail à sa place, sans jamais le payer, je suis sûr que c'est de l'esclavage. Sans parler du fait que son clone, il a 5% d'ADN de chien et genre 1 an. Donc, en bout de ligne, j'ai décidé de lancer cruauté animale dans le tas parce qu'à ce point, pourquoi pas? Mais aussi, il utilise son clone pour séduire son crush, se revirant de personnalité en personnalité et d'opinion 10 fois par jour, au point qu'il en arrive à douter de sa santé mentale. Moi, j'appelle ça du gaslighting. Et sinon, le personnage principal, il est doublé en VF par Joël Legendre. Il est aussi connu pour être la voix française de Aladdin et pour s'être dans un parc à Montréal. Ouais. La pire série canadienne. Vous savez, il n'y a pas que du bon dans les séries canadiennes. Je pense notamment à Monstre par erreur, que j'aimais beaucoup étant enfant, mais qu'en grandissant, je me suis rendu compte de l'horreur que c'était. Ce CGI me suit dans mes cauchemars. Mais il existe une série canadienne. Une série canadienne que tout le monde connaît et que tout le monde sait très bien qu'elle vient du Québec, dont on se souvient principalement pour être la source d'énervement de millions de parents à travers la planète. Je parle bien sûr de Caillou. Nous y allons demain. Non, non, c'est aujourd'hui. Je me suis habillée pour y aller. Non, c'est aujourd'hui. Allons, Caillou, viens m'aider à préparer le petit déjeuner. Je descendrai pas. Vroom, vroom, vroom. Stupide voiture, stupide. Caillou était de très mauvaise humeur car il ne pouvait pas aller au cirque. Caillou, une série de 144 épisodes répartis sur 5 saisons diffusées entre 97 et 2010. On y suit les aventures de Caillou, personnage éponyme, un enfant de 4 ans probablement atteint de TDAH et totalement insupportable. Caillou, c'est le genre d'enfant qu'aujourd'hui, en tant que jeune adulte, je regarde comment j'étais à 4 ans et je me dis « Ouais, j'étais pas si mal finalement. » Je me rappelle d'un épisode où Caillou, il a juste foutu le bordel absolument partout dans la cuisine. Sa mère, elle arrive, elle lui dit de ranger. Là, t'es comme « Oui, finalement, il va se faire engueuler. » Et ben non, elle l'aide à ranger, elle lui fait des biscuits. Premièrement, l'éléphant dans la pièce, Caillou, il est chauve. Et ça a créé un énorme mouvement au Canada. Quand j'avais entre 5 et 8 ans à mon école primaire, les professeurs, pour nous apprendre ce que c'était le cancer, ils utilisaient des images de Caillou. Dans le sens où Caillou aurait pu être atteint de cancer, pas dans le sens où Caillou était un cancer. Quoique, il y a même des théories comme quoi la narratrice de l'émission serait en fait Mousseline, la sœur de Caillou qui a grandi et raconte les histoires de son grand frère décédé à ses enfants à elle. Ça, c'est l'explication non officielle et mondialement acceptée dans la pop culture, du simple fait que Caillou avec le roi Geoffrey, c'est probablement les seules fois de l'histoire du divertissement où ça a été correct de souhaiter la mort d'un enfant. Mais la réalité, c'est que Caillou, à la base, c'est le personnage d'un livre pour enfants et qu'il est âgé de 9 mois et donc qu'il n'a pas de chevelure. Pour son passage à la télé, il a bien été designé avec des cheveux, mais ça rendait le personnage trop peu reconnaissable. Il a donc été décidé de diffuser Caillou comme un enfant de 4 ans chauve, et quand on regarde les arts faits avec Caillou qui a des cheveux sur Internet, tu te dis que c'est peut-être pas plus mal. Sinon, moi, Caillou, c'est sa situation familiale qui m'a toujours trigger. D'un, ses parents, c'est des frères et sœurs jumeaux. Je suis désolé, mais tu peux pas avoir exactement la même gueule à ce point et t'appeler canoniquement Doris et Boris sans être jumeaux. Mais aussi, la petite sœur de Caillou, elle est rousse alors que ses 2 parents sont bruns. Et le meilleur ami de Caillou, Léo, eh bien, il est roux. Et sa famille est composée, vous l'aurez deviné, de personnages roux. Pour moi, la mère de Caillou est allée fricoter avec le père de Léo. Mais croyez-le ou non, Caillou, il est aussi connu pour de la polémique et de la controverse. À une époque, partout, on retrouvait l'empreinte du PAC, les Parents Against Caillou, littéralement les parents contre Caillou, disant que le jeune garçon était une mauvaise influence pour leurs enfants à eux et que la série était loin d'être éducative parce qu'elle poussait les enfants à se comporter en petites saloperies gâtées. J'ai plus envie de jouer. Non, c'est terminé, je veux plus jouer. Essaie encore, Caillou, tu vas y arriver. Je veux pas essayer, Audrey, c'est trop dur. Essaie encore une fois.
Ou encore aux États-Unis en 2012, le candidat à la présidentielle Mitt Romney a clamé vouloir arrêter de fonder la chaîne PBS avec l'argent des taxes. Bien que le mouvement il n'était pas dirigé de première main contre Caillou, eh bien le fait de vouloir arrêter de fonder PBS, la chaîne qui diffusait le dessin animé, ça n'a fait qu'alimenter la haine des États-Unis envers le petit enfant chauve insupportable. Et donc en 2021, il a été annoncé que la chaîne Peacock travaille sur un remake de la série tout en CGI. Oh mon Dieu, non! Non! Alors en bout de ligne, les dessins animés canadiens, il y en a beaucoup que j'aurais aimé aborder ici, mais que j'avais juste pas le temps, comme l'île des défis extrêmes, Johnny Test, Faut pas rêver, Clone High, Delilah et Julius, et j'en passe. Ce sont des séries qui m'ont forgé en tant que jeune Canadien, et autant chacune de ces séries mérite leur propre vidéo, autant peut-être que vous, derrière votre écran, vous aimeriez une partie 2 à cette vidéo. Si c'est le cas, vous n'avez qu'à la réclamer en commentaire. Sur ce, mes amis, vous pouvez revoir notre dernière vidéo en cliquant juste ici ou parler plus d'animation en cliquant juste là. Dites-moi quelle série canadienne était votre préférée en grandissant ou si vous êtes franco-européen, assurez-vous de me dire laquelle vous intrigue le plus et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner et activer la cloche au passage. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus en plus d'exploration de notre omnivore.